Donc, en préalable et en préambule, on va ouvrir le sujet. Donc, la gestion d'entreprise requiert différentes qualités dans des domaines très variés. L'aspect financier de la gestion d'entreprise est un des fondamentaux de la réussite d'une entreprise et de sa pérennisation. Et nous vous proposons d'aborder aujourd'hui, lors de ce webinaire, l'un des enjeux stratégiques de chaque entreprise, la trésorerie et la définition de sa définition à son financement. Le contexte actuel nous ramène à cette réalité et à ces problématiques de gestion et ses ressources financières et disponibilité. En effet, les différents chocs économiques et crises ont un impact direct sur la trésorerie des entreprises et peuvent avoir des effets à long terme. Pour cela, nous vous proposons de faire appel à des spécialistes afin de bien comprendre quels sont les différents univers de trésorerie et les leviers financiers qui vont avec. Donc, on a un interlocuteur qui travaille au sein d'un cabinet d'expertise comptable, Monsieur Gabin Mogard, senior manager au sein de KPMG. Bonjour, Bonjour, merci. merci. Et chargé d'affaires, Pierre Borin, qui est chargé d'affaires court terme chez BPI France. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion, plutôt de façon générale, enfin orientée en tout cas de façon générale. Ça va être compliqué de traiter ce matin des cas particuliers sous le format d'un webinaire. Et donc, voilà, alors on peut commencer si ça vous va. Très bien, Ouais. très bien. Parti. Donc, Gabin, est-ce que tu peux nous poser le contexte des besoins de financement et des besoins d'investissement qui sont liés à des besoins d'entreprise? Tout à fait. Effectivement, une bonne question sur laquelle, au sein des cabinets d'expertise comptable, on est souvent sollicité, celle d'accompagner nos clients à trouver de la trésorerie. Avant de savoir exactement comment en fait, répondre à ce besoin, c'est toujours important de bien comprendre comment ça fonctionne en fait, au sein d'une entreprise, puisqu'il y a souvent deux problématiques. La première, évidente, de savoir de combien on a besoin, et la deuxième, de savoir de quoi exactement on a besoin. Et c'est vrai qu'en fonction de la réponse à ces deux questions, les outils à mettre en place ne sont pas les mêmes. Je voulais donc commencer par peut-être reposer des notions assez simples que tout le monde puisse avoir à l'esprit, et parce qu'elles seront intéressantes et à mon avis utiles pour après savoir comment répondre face à une problématique de trésorerie. De manière schématique, dans une société, il y a deux sources de financement. Il y a soit l'argent des associés, qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire le capital social et les résultats accumulés par l'entreprise, qui sont un peu l'argent gagné par l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, souvent, c'est des dettes extérieures, donc, qui peuvent être notamment des emprunts auprès des établissements financiers. Ces deux sources d'argent, elles permettent de financer différentes choses au sein de l'entreprise. On les schématise un peu comme vous le voyez donc, à l'écran, avec des actifs immobilisés. Ça va plutôt être des choses qu'on achète dans la perspective de créer de la valeur sur une longue période, typiquement une machine ou un brevet pour certains. Il y a une deuxième typologie de besoin qui va être celle du cycle d'exploitation. On parle aussi de BFR souvent en français et de manière comptable. Et donc là, on va intégrer toutes les notions de stock, de clients, de dette fournisseur ou de dette sociale et fiscale, qui vont vraiment représenter en fait la différence entre le moment où je reçois une facture et le moment où elle m'est payée ou je la paye. Et donc cet argent, soit les fonds propres, soit les dettes financières, ça sert soit à financer ces actifs, soit à financer le cycle d'exploitation. Et le reste, souvent, écoutez, c'est la différence qu'on retrouve sur le compte en banque. Et partant de ça, je pense que Pierre, je ne sais pas si tu peux nous confirmer, mais toi aussi, c'est une analyse dont tu as besoin finalement pour réussir à savoir quel outil proposer aux entreprises. C'est ça, tout à fait. Donc, nous, on va définir déjà avec le client ou du moins le prospect quelle est un peu la typologie d'investissement opéré. Donc, que ce soit, comme le disait Gabin, plus lié, on va dire, moi j'aime appeler ça le milieu de bilan ou le bas de bilan, donc ce qui correspond finalement aux dettes financières. Donc, un financement de machine n'équivaut pas à un financement, par exemple, de stock ou de créance client. Vous avez différentes typologies. Vous avez aujourd'hui un panel de financement qui est divers et varié, et chaque besoin de financement est propre à un produit qui peut être mis en place. Donc, si on comprend bien, c'est que en fait, il y a une circulation différente en fonction de la typologie du besoin. C'est-à-dire que sur les investissements, on va avoir des typologies de financement qui vont être différents. Et sur un cycle d'exploitation, on va avoir des leviers financiers, un accompagnement financier en dette qui sera différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même approche financière quand on veut accompagner une entreprise en fonction de ses besoins. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a vraiment une notion à connaître, c'est la différence entre, on va dire, un financement dit court terme. Donc, c'est tout ce qui est relatif, on va dire, un financement
près à 1 an au maximum, du financement qu'on peut retrouver au sein des établissements bancaires, donc du financement moyen-long terme jusqu'à peu près 10 ans, donc qui est là pour effectuer soit des investissements dans le but d'un développement, d'une croissance, pour financer une machine. Donc il existe aujourd'hui différents leviers, comme je le disais tout à l'heure, différentes typologies de financement qui permet vraiment de financer au cas par cas des besoins de trésorerie, qu'ils soient ponctuels ou plus récurrents. Donc, la première chose, si on résume encore une fois, c'est de savoir quels sont ses besoins. Exactement, et de bien comprendre de pourquoi j'ai besoin de trésorerie, parce qu'on peut penser qu'on a besoin de trésorerie pour acheter une machine, mais peut-être qu'en réalité, c'est un problème qui est différent, et c'est parce qu'on a trop stocké qu'on a besoin de sous. Donc, on ne va pas forcément y répondre de la même manière. Une analyse est nécessaire. Tout D'accord. à fait. Merci. Oui, alors sur cette deuxième page, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de redescendre deux exemples en fait, que vous pourriez rencontrer au quotidien au sein de vos entreprises. Le premier, en fait, représentant, c'est un investissement à long terme, et le deuxième, plutôt, nous interrogeant sur le cycle d'exploitation. Et vous verrez à travers ces deux exemples que on ne mobilise pas exactement, comme le disait Pierre, la même typologie d'outils. Premier exemple, on s'était dit comment faire face quand j'ai une machine qui doit être, sur laquelle je dois investir pour avancer, puis pour continuer à produire. C'est un sujet assez récurrent, nous, qu'on rencontre quand on regarde les comptes de nos clients. C'est que souvent, il y a des machines que vous allez acheter avec votre trésorerie, alors même que vous auriez pu, de manière un peu prudente, peut-être prendre un financement, parce que c'est souvent quelque chose d'assez simple à financer, en fait, une machine. Une machine, c'est donc un actif dans lequel vous allez investir, que vous allez amortir sur plusieurs années et qui va normalement contribuer à générer de la valeur sur plusieurs années. Et là, on a différentes typologies d'outils. Je ne sais pas si Pierre, tu veux les présenter, Ouais, mais bien sûr, on va bien vraiment sûr. être sur du long terme. C'est ça. Donc, par exemple, dans ce cas-là de financement de machine, on va dire que 2, même voire 3 possibilités s'offrent à vous. On va dire la première, mais ce n'est pas vraiment le but du sujet aujourd'hui, c'est l'autofinancement. Vous avez la possibilité d'autofinancer une machine avec les fonds propres, la trésorerie de la société. Des choses un peu plus classiques, donc c'est un emprunt bancaire. Donc, vous sollicitez votre partenaire bancaire qui va vous proposer différents types de financement pour financer cette machine entre 5 et 10 ans. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un crédit bail. Entre guillemets, sur cette typologie de financement, c'est de la location. Donc, en fait, l'organisme financier est propriétaire du bien. Vous louez, on va dire de manière mensuelle ou annuelle, cette machine. Vous n'êtes pas propriétaire, donc ce n'est pas renseigné au niveau de votre actif, mais ce qui vous permet, on va dire, de ne pas forcément vous endetter et ne pas également saturer votre capacité d'endettement pour éventuellement d'autres projets à l'avenir. Ça peut être également un bon moyen qui peut être mis en place pour le financement de ce type d'investissement. Et comment on choisit justement vers quel type vers quel type de financement en fonction de son investissement on va privilégier? Quel type de financement on va privilégier? Si je fais un emprunt classique amortissable ou si je fais un crédit bail. Alors, l'autofinancement, on a bien compris que ce n'était peut-être pas la meilleure solution sur un investissement. En tout cas, si on peut faire un recours aux emprunts, il faut le privilégier. Mais entre un crédit bail et un emprunt, qu'est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je vais pouvoir avoir comme option et comment je vais choisir et comment j'ai un outil d'aide à la décision, en fait, de me dire est-ce que je vais sur une location avec option d'achat, donc un crédit bail, ou est-ce que je vais sur un emprunt amortissable? Ouais. Alors, moi, j'ai un avis, puis Pierre, tu complèteras. Ouais, bien sûr. C'est un avis très comptable, en fait. C'est que le crédit bail, d'un point de vue fiscal, il est un peu plus agressif généralement, parce qu'il est, en fait, un crédit bail, on va le prendre le plus souvent sur 5-6 ans, pour des machines qu'on aurait pu amortir sur 10 ans. Donc, en fait, fiscalement, on va constater une charge pendant 5 années, qui va être un peu plus importante que si on avait amorti sur 10 ans. Donc, fiscalement, c'est peut-être un peu plus doux, du moins à court terme. Pour autant, ça coûte souvent un petit peu plus cher quand même qu'un emprunt classique. Et puis, surtout, ça peut permettre aussi d'équilibrer en termes de risque pour le partenaire financier. Je pense que c'est ça la vision. Et donc, c'est vraiment une conversation à avoir avec sa banque. C'est ça. Donc, c'est un peu au cas par cas. Nous, je sais qu'on peut mettre en place, que ce soit un emprunt classique ou un crédit bail. C'est vraiment une appréciation qui se fait au cas par cas. Et donc, il faut en discuter avec le partenaire bancaire
On va dire que chacun des deux typologies. On a un petit problème. Ah, yes, Ah, d'accord. Donc on m'entendait pas jusque-là. De- Bon, bah, bonjour à tous alors. Ah oui. Non, pas de souci. Oui, donc je disais, donc c'est une appréciation qui est à faire déjà de la part du banquier et également de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de saturation. C'est vrai que voilà, en termes de, il faut réfléchir aussi stratégique. C'est-à-dire que si demain vous demandez un prêt à votre banque, vous allez donc vous endetter à X euros. Sauf que si après-demain, hein, c'est grossier ce que je dis, mais si après-demain, vous avez d'autres projets, que ce soit de croissance externe, de développement et autres, qui vont nécessiter forcément un emprunt, vous allez déjà saturer votre capacité d'emprunt et derrière, avec une capacité de remboursement qui sera amoindrie. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, à l'appréciation du client, donc de l'entreprise, mais également de la banque. Voilà, il y a un rôle également de conseil et, pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Donc, en effet, ça s'apprécie finalement de façon assez individuelle, unique, à la fois à l'instant T, au moment où je veux faire mon investissement, mais aussi en termes de projection, pour savoir un petit peu sous quelques années, qu'est-ce que je vais avoir comme d'autres projets et comment je vais les financer pour savoir à un moment donné. C'est ça, tout à Parce que fait. le levier, il sera plutôt sur du crédit bail, Mm. ce qui se prend d'emprunt, avec un avantage fiscal. On l'a bien entendu sur Dans la le partie temps, crédit bail. ouais. En tout cas, voilà, parce que c'est des charges supplémentaires, donc ça vient quand même alourdir un peu cette partie-là. Mais d'accord. Et alors, on parle de trésorerie, donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je crois que la trésorerie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe à approcher et à définir, et du coup, à regarder quel type de financement on a en face, parce qu'on a voilà, plutôt un certain panel de choix et qui ne sont pas toujours évidents non plus à mobiliser, puisque c'est limité aussi en garantie et en approche. Donc, est-ce que, Gabin, déjà, dans un premier temps, tu peux nous expliquer un peu comment on justifie un besoin de trésorerie? Et puis après, Pierre, Mm. peut-être en fonction de la typologie des besoins en trésorerie, ce qu'on pourrait avoir comme levier en place. Tout à fait. Donc, comment justifier un besoin de trésorerie? Bon, alors, sur la partie machine, investissement, on le met de côté parce qu'il est assez simple. Souvent, vous avez un devis, puis il faut le transmettre aux partenaires financiers pour en discuter. Le cycle d'exploitation, effectivement, c'est une notion. Donc, cycle d'exploitation BFR, on parle sensiblement de la même chose, hein. C'est une notion qui est un peu plus comptable, certes, et plus difficile à apprivoiser. Pourtant, c'est vraiment une certitude qu'il faut bien la comprendre pour bien gérer son entreprise, parce qu'elle est déterminante dans l'évolution du compte en banque et donc de la trésorerie. Juste pour reposer la définition et pas dans un souci comptable, mais c'est bien, on parle de trois sujets derrière le cycle d'exploitation. C'est comment je finance mes stocks, comment je fais en sorte que mes clients me payent assez rapidement, et s'ils ne peuvent pas me payer dans les jours qui suivent, mais qu'il faut que j'attende 30 jours, 60 jours, voire plus, comment je limite ce risque et qu'est-ce que je trouve comme outil. Et puis enfin, comment moi-même, en tant que client d'autres de mes fournisseurs, je fais en sorte de ne pas les payer rubis sur l'ongle. Mais je peux aussi utiliser des délais de paiement pour finalement dégager un peu de trésorerie. Une fois que ces notions-là, elles sont bien comprises, elles sont importantes parce que elles vont vraiment se regarder, non pas seulement à la date du bilan, mais parfois un petit peu tout au long de l'année. Vous pourriez, par exemple, et je pense qu'on va essayer de prendre un exemple, ça va être le plus simple, vous retrouvez à un moment de l'année où vous recevez une commande importante face à cette commande qui s'annonce comme un pic de production, voilà, vous avez plusieurs difficultés. C'est que vous allez commencer à payer vos salariés pendant toute cette période de production et vous allez devoir aller vous approvisionner en stock pour réussir à produire. Donc, entre le moment où vous recevez une commande, typiquement au mois de juin, vous achetez des matières premières sur le mois de juin-juillet, et la commande, elle sera peut-être livrée qu'au mois d'octobre pour un paiement au mois de décembre. Et ben, vraiment, le cycle d'exploitation, c'est de répondre à la question de comment je fais pour financer tout ce qui se passe entre juin et du coup, dans mon exemple, le mois de décembre. Ça peut se poser dans un prévisionnel, quand c'est justifié, parce qu'un prévisionnel de trésorerie, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est au moins de comprendre le fonctionnement, de poser de grandes hypothèses, souvent sans forcément s'obliger à faire un business plan extrêmement complet, de bien comprendre les enjeux. Et donc, face à ça, d'aller voir effectivement là encore un partenaire financier pour trouver les solutions qui permettent de financer cette typologie de situation.
Et donc, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je te laisse la parole. Mais... Si, tout à fait. Bah, écoute, merci, merci Gabin. Je rebondis un peu sur ton exemple qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu, moi en tout cas, de ce que je vois au quotidien, et surtout depuis l'après-crise, c'est voilà, la trésorerie, le nerf de la guerre. Donc, c'est-à-dire essayer de faire face à des creux de trésorerie, qu'ils soient temporaires ou on va dire plus réguliers. C'est essayer de trouver des solutions à mettre en place, également à moindre coût, hein, donc, parce que tout, on va dire, tout produit financier a un coût derrière. Donc, voilà, c'est une discussion à avoir avec le partenaire bancaire. En l'occurrence, celui-ci va vous orienter en fonction du besoin et en fonction du besoin en fonds de roulement ou de trésorerie vers un produit ou un autre. Par exemple, un financement d'un poste client n'équivaut pas à un besoin, par exemple, ponctuel lié à une saisonnalité ou à une commande plus importante, par exemple. Là, pour rebondir, par exemple, sur ton exemple d'une commande importante avec des investissements à faire, typiquement, c'est le genre de cas où, on va dire, vous avez soit deux possibilités pour être vraiment concret. Vous avez ce qu'on appelle un billet de trésorerie, un billet financier. Donc, par exemple, grosso modo, c'est une enveloppe qui est allouée par le partenaire bancaire sur un montant défini, qui vous est proposé, qui vous permet de faire face, on va imaginer par exemple un besoin de 300 000 euros. Le partenaire bancaire vous octroie donc cette enveloppe de 300 000 euros. Vous avez la possibilité donc d'effectuer tout ce qui va être investissement ou achat. Et au bout d'une durée limitée dans le temps, vous rembourserez cette enveloppe. Donc ça, c'est un des moyens. Il existe un nombre assez important de billets court terme ou d'outils court terme. Nous, on propose notamment chez BPI France un produit qui s'appelle un préfinancement. Donc vous avez la possibilité de préfinancer une commande, c'est-à-dire jusqu'à 30% du montant de la commande, ce qui vous permet également de faire les premiers investissements, d'acheter vos matières premières, de payer vos salariés ou vos fournisseurs. Voilà. En fonction de la typologie et du besoin, vous avez un différent type de financement à disposition. Ça fonctionne un peu comme un droit de tirage, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est ouverte et de 300 000 si on reprend ton exemple, et tu peux dire j'ai besoin de 50 000, donc je prends 50 000, j'ai besoin de 100 000, je prends 100 000, et j'ai une date de terme en fait de ces... Pour le billet sur le billet, sur l'exemple que tu donnais, c'est un peu ça. C'est ça, par exemple. Et en fait, j'ai une date de terme qui est soit de 6 mois, soit d'1 an, en fonction de ce qui a été négocié. C'est ça. Et à ce moment-là, il faut que je rembourse la totalité de ce que j'ai tiré comme trésorerie. Donc, exactement. Donc, c'est ça, c'est à la différence d'un crédit classique, moyen-long terme. Là, c'est vraiment du court terme, donc comme je le disais tout à l'heure, qui s'inscrit dans une période de quelques jours à 1 an au maximum. C'est de l'avance de chiffre d'affaires, en fait. C'est l'avance en attendant d'être payé par... c'est ça. Je m'entends, c'est pas du crédit amortissable comme on peut avoir. Non, du tout. Après, on retrouve, que ce soit du particulier ou plutôt dans le milieu de l'entreprise, tout ce qui va être découvert bancaire. Donc ça, c'est des choses assez classiques, généralement connues de toutes et tous. Donc c'est une autorisation qui est allouée à une entreprise pour présenter un solde débiteur, on va dire, régulier. Donc c'est une autorisation qui est proposée à l'entreprise pour que l'entreprise, on va dire, puisse faire face soit à des investissements sur une période donnée, soit à des creux de trésorerie temporaires. Donc ça peut être pour X ou Y raison, mais on va dire que cet outil de découvert, et moi je l'ai vu encore là récemment, et entre guillemets utilisé un petit peu à tort et un peu trop, dans le sens où ça engendre beaucoup de frais et que ce n'est pas une solution pérenne. Ça doit vraiment être assimilé à une solution plus temporaire, pour pallier un besoin. D'accord. Et on entend parler aussi de solutions d'affacturage. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus? Parce que Bien sûr. Quand on a un client, une facture qui peut être payée sous un certain délai, ça peut aussi bien sûr. être un moyen court terme, en tout cas, de financer son besoin en trésorerie. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le financement du poste client. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, donc avec des solutions d'affacturage. Donc, c'est des organismes financiers ou propres à un établissement bancaire qui vont venir vous racheter poste client.
Donc, vous lui remettez votre poste client et les créances associées contre un droit à avance du même montant, quasiment immédiat. Donc, le factor, en l'occurrence, s'occupe de tout ce qui va être relance auprès de vos clients. Il va s'occuper de la gestion de A à Z de la facture et de son suivi. Et vous pouvez bénéficier d'un droit à avance immédiat. Donc ça peut être effectivement une solution qui peut être envisageable. On a un produit également qui est un peu moins connu, qui est proposé par les banques, également chez BPI France, qui s'appelle la DAI. Donc ça repose sur le même principe. C'est une relation tripartite entre l'entreprise, son client et l'établissement bancaire. Donc, contre remise d'une créance, vous pouvez demander un droit à avance du même montant. Donc, à la différence du factor, c'est plus au niveau juridique. Donc, au niveau factor, le factor va vous racheter la créance. Donc, il sera propriétaire de la créance. En l'occurrence, pour la DAI, comme c'est un système qui est un peu plus simplifié, vous restez propriétaire de votre créance et vous devez effectuer tout ce qui va être relance client. Voilà. Sinon, ça fonctionne un peu sur les mêmes. C'est vraiment le même fonctionnement. Donc, un peu, pour résumer, un peu comme tout à l'heure, il faut bien définir son besoin en trésorerie. Alors, quand on parle de trésorerie circulante, du coup, ça se fait par un prévisionnel de trésorerie. Donc là, d'aller voir son expert comptable, son partenaire, même je dirais, comptable, pour pouvoir établir ce prévisionnel de trésorerie et voir d'où vient le besoin et quel est le montant exact du besoin. Et après, on a en face différents outils qui seront mobilisables, bien entendu, en fonction du besoin, mais aussi en fonction de la structure de l'entreprise, finalement. Il faut aussi regarder le bilan, les comptes précédents, regarder un petit peu comment ça fonctionne pour voir quel est le meilleur levier, à la fois en termes de coût, mais aussi en termes de durée, puisqu'on a bien vu que c'était des durées différentes, et puis des manières de financer aussi un petit peu différentes, si on est sur du long terme, si on est sur du court terme, si on doit financer son poste client. Donc, on est encore à peu près sur la même chose, c'est je définis mon besoin, et après, je vais pouvoir discuter avec mon partenaire financier pour voir quels sont les effets leviers qu'on peut mettre en place. Exactement. Je peux juste me permettre un conseil. C'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à juste regarder ça, cette question, au moment où on reçoit son bilan, alors que c'est vraiment une conversation que vous pouvez avoir tout au long de l'année avec soit le banquier, soit l'expert comptable, évidemment. Nous, généralement, sur des sociétés où il y a des tensions de trésorerie récurrentes, pas forcément des tensions de rentabilité, hein, mais vraiment des tensions de trésorerie qui impliquent des analyses de gestion, on essaie d'alimenter les discussions tous les 3 mois, tous les trimestres, selon les sujets, ou dès qu'une commande dépasse un certain montant, pour bien calibrer les choses et puis transmettre des éléments aux partenaires financiers afin qu'ils mettent en place le bon outil de financement en fonction de la situation. Puisque, comme Pierre l'a montré, il y a vraiment beaucoup d'outils qui peuvent être mobilisés. Et donc, voilà, faut toujours creuser un petit peu. Mais généralement, et sous réserve que l'activité soit rentable, c'est évidemment quelque chose d'assez simple à mettre en place. Oui, tout à fait. Comme disait Stéphanie, c'est vraiment, si vous souhaitez, par exemple, je ne sais pas, financer votre cycle d'exploitation, c'est vraiment faire le besoin sur, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un besoin de trésorerie. Est-ce que c'est des délais de clients qui sont rallongés parce que pour X ou Y raison, la crise, de manière générale, hein, ou alors que ce soit une mauvaise négociation avec le client qui aujourd'hui vous pénalise au quotidien. Vous faites face à des délais fournisseurs assez courts, mais à contrario, des délais clients qui se rallongent. Donc, vous avez un creux de trésorerie entre les décaissements et les encaissements. Voilà. Ou alors, ça peut être lié plus à un financement de stock. Ça peut être lié à X ou Y raison. Voilà. En premier lieu, c'est vraiment faire un état des lieux, définir vraiment le besoin et ensuite en discuter avec votre partenaire bancaire ou l'expert comptable afin qu'il puisse vraiment vous y orienter. Alors là, on arrive à la. Vous avez une slide qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit et on voit bien qu'en fait, la première chose à faire, c'est bien définir son besoin. Une fois qu'on a défini son besoin, il peut divers et varier, hein, que ce soit lié à des problématiques de contraction de marge, d'approvisionnement, de financement de stock
en anticipation ou ne serait-ce que de la croissance. Vous décrochez des nouvelles commandes, vous embauchez ou vous avez voilà, des besoins exceptionnels. Toutes ces choses-là, je crois qu'elles se partagent avec majoritairement 2 partenaires. On l'a bien vu, l'expert comptable, partenaire financier, tout en sachant qu'on peut multiplier ces partenaires financiers. Il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes sur ces sujets-là. Et là-dessus, BPI France peut être aussi un relais d'échange et de discussion. Ça fait une vingtaine de minutes, peut-être 25 minutes qu'on parle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a une question dans le fil de discussion, mais une question qui est assez individuelle. Alors, je vais la lire, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre aussi rapidement, parce que ce qu'on disait, on est plus sur des questions d'ordre général que sur des questions, parce qu'il y a à creuser derrière, mais peut-être qu'on peut apporter une première réponse. Donc, la question, c'est nous avons une possible commande d'un client d'un montant important égal à notre chiffre d'affaires annuel. Nous aurons donc des besoins de trésorerie liés à cette commande client qui s'étendra sur plus d'1 an. Quelles sont les solutions possibles? Alors moi, je veux bien commencer. Bonjour madame. Alors c'est une solution, vous n'êtes pas la seule à y faire face. Ça arrive assez régulièrement, notamment dans l'industrie, avec des commandes comme ça un peu étalées. Et j'imagine qu'en ce moment, il y a peut-être aussi une problématique de s'approvisionner plus que d'habitude, parce que vous risqueriez de pouvoir faire face à des sujets en termes d'augmentation des prix des matières premières et de disponibilité des matières premières. Donc peut-être que le besoin de financement, il n'est pas le même sur cette commande qu'il aurait pu l'être l'an passé. Il va peut-être y avoir besoin effectivement de surstocker pendant une première période avant de délivrer au fur et à mesure. Là, on va donc être typiquement un des outils qu'a évoqué Pierre, ça va être notamment le billet de trésorerie, de bien comprendre finalement, dans un premier temps, c'est quoi le point haut ou le point bas de trésorerie que vous allez avoir ces prochaines semaines. Est-ce que finalement, il y a vraiment besoin de financer tout ce stock, tous ces approvisionnements d'un coup dès le mois de juillet, le mois prochain, ou est-ce que les approvisionnements et toutefois les commandes vont se lisser sur le temps? C'est pas forcément la même chose. Et donc, là, ça nécessite quand même d'essayer d'approfondir quelle est la typologie de commande et le calendrier prévu de livraison. Et donc, ça doit vous donner un montant, a priori, qui est le montant minimum qu'il faut aller chercher. Alors, une fois qu'on connaît le montant minimum, c'est toujours bien de prendre un petit peu de marge. Et donc, évidemment, d'aller chercher un peu plus. Mais première étape, bien calibrer quel est le point bas de trésorerie des prochaines semaines. Et ensuite, d'aller voir le partenaire financier. Là, avec plusieurs outils, et Pierre, tu nous confirmais, mais typiquement, le billet de trésorerie qu'on évoquait tout à l'heure, ça peut être une bonne solution. Alors, ça peut être une bonne solution, en effet. Et donc, pour, on va dire, rappeler un peu de quoi il en est question, ouais, c'est vraiment donc, cette idée d'enveloppe qui est allouée et qui est remboursée sur une période donnée définie, donc qui vous permet comme ça d'avoir vraiment de la trésorerie pour financer, comme le disait Gabin, des premiers investissements ou des matières premières. Après, tout dépend en fait de la typologie de la commande en question. Moi, c'est ce que en tout cas, je questionne à chaque fois mes clients. Vous n'êtes pas la seule, hein. Moi, c'est ce que je vois au quotidien. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un point déjà sur cette commande. Est-ce qu'à l'intérieur de cette commande, il y a plusieurs factures? Si plusieurs factures, possibilité de mobiliser ces factures, notamment que ce soit avec de la facturage ou de l'ADI, comme chez nous proposons. Donc, vous avez la possibilité, donc, sur une facturation, de la mobiliser chez un partenaire financier contre un droit à avance du même montant. Donc, ça vous permet d'avoir progressivement de la trésorerie. Et nous, derrière, on se fait payer à la livraison, comme par exemple le disait Gabin tout à l'heure, en décembre, après livraison. Donc, ça peut être un bon moyen qui peut être mis en place. Nous, on propose, je ne l'ai pas encore vu chez les partenaires bancaires, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est cette histoire de préfinancement, donc aujourd'hui qui s'inscrit vraiment sur malheureusement un peu un moment d'actualité où les entreprises font face à des besoins de trésorerie importants pour financer des matières premières avec une hausse des prix de manière générale. Et donc, vous avez la possibilité de mobiliser donc cette commande en intégralité contre un droit à avance de l'ordre de 30%. Donc, ça vient un peu en remplacement d'une avance forfaitaire ou d'un acompte, comme ce qu'on retrouve régulièrement et de manière assez classique sur des marchés. Voilà. Donc, ça peut être également une piste envisageable. Voilà, c'est vraiment après, ensuite, à l'appréciation de votre partenaire et puis en fonction de la typologie de la commande et de ce qui en découle.
Merci. Alors, on a enfin, j'espère que ça a répondu à peu près, en tout cas, à votre question, un peu globalement, mais j'espère que ça vous a orienté. On a une autre question. Bonjour. Proposez-vous également des solutions de financement de stock qui ne sont pas encore associées à une commande, donc non éligibles à la solution de préfinancement des commandes évoquées? Alors ça, c'est une question intéressante parce que là où on a un cas qui semblerait similaire avec le précédent, et j'ai l'impression que moi, le sujet n'est pas exactement le même. Dans le premier cas, c'est un sujet conjoncturel, c'est-à-dire il y a une grosse commande et le stock va augmenter, donc il faut s'adapter en termes de trésorerie. Là, sur cette deuxième question, et telle que je la comprends, on est plutôt sur un phénomène structurel dans votre modèle économique qui fait que vous avez beaucoup de stock pour être capable demain de répondre à la demande. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas dans une situation où on a déjà la commande, on est vraiment dans un modèle économique où les stocks sont plus élevés. Et donc là, il va falloir travailler un petit peu différemment. Déjà, vérifier que vous gérez bien votre poste client et que vous gérez bien aussi votre poste d'aide fournisseur. Est-ce que vous ne payez pas un peu trop vite et du coup, vous consommez de la trésorerie? Ça, c'est peut-être une première question qu'on peut se poser. Et est-ce que, face au poste client, vous avez déjà mis en place des choses qui correspondent à votre modèle économique, comme le daily, comme le factor? Le deuxième sujet sur lequel on peut s'interroger sur un modèle comme celui-ci, qu'on retrouve dans plusieurs entreprises où il y a des besoins de stock importants, c'est est-ce que votre fonds de roulement, est-ce que finalement vos fonds propres couvrent assez largement les actifs et permettent un peu d'amortir un modèle qui, lui, nécessite des stocks à long terme ou des stocks élevés. Et donc là, on va avoir d'autres outils qu'on n'a pas forcément évoqués, mais il existe aussi des prêts qui viennent renforcer le fonds de roulement. Et donc, vous voyez, face à une problématique qui semble similaire, on peut vraiment avoir deux choses différentes Ouais, comme je type de réponse. confirme. Ouais, ouais, tout à fait. Hein. Donc voilà, ça c'est typiquement le cas où c'est intéressant d'en discuter avec votre partenaire bancaire, mais également aussi l'expert comptable, parce que l'approche conseil, comme voilà, elle a évoqué tout à l'heure Gabin, est très importante. Voilà, donc vous avez, on va dire, un état des lieux à réaliser. C'est vous définir, comme je reprends hein, ce que tu disais, Gabin, sur les délais fournisseurs, sur la mobilisation du poste client. Voilà, donc c'est un peu au cas par cas, c'est à l'appréciation également des partenaires. Voilà. Je pense que là, c'est vraiment une question un peu plus spécifique. Il n'y a pas vraiment de réponse générale. C'est vraiment l'appréciation voilà, du modèle économique de la société. Il faudrait regarder les délais de règlement. Il faudrait regarder au niveau voilà, du fonds de roulement, comme l'évoquait Gabin. Voilà. Pas mal de petites choses à regarder avant de pouvoir donner une réponse claire et nette. Merci, Voilà. merci. Alors, on a une autre question. Pouvons-nous refaire un PGE? Nous avons déjà bénéficié d'un PGE que nous avons remboursé. Alors, je crois qu'il y a une première réponse qui va être assez rapide et qui dit que au niveau de la possibilité de la législation, vous avez jusqu'au 30 juin 2022 pour pouvoir mobiliser un PGE. C'est Passé ça. le 30 juin 2022, les PGE seront plus Mais proposés, en tout cas. Il y ouais, aura et plus de là, possibilité de pouvoir. voilà, en discutant avec différents partenaires bancaires, là, on va dire On est un peu juste. voilà, là, c'est trop juste. Là, Là, on est ils un peu arrêtent. juste entre Là, la ils demande, arrêtent. la possibilité, C'est ça. derrière donc la mobilisation de garantie de C'est ça. l'État qui est porté à 90% sur le C'est ça. PGE. Donc voilà, c'est un produit qui avait été proposé, qui était une solution durant la crise, qui a été proposé donc, sur une durée pratiquement de 2 ans hein, maintenant, et qui aujourd'hui n'est plus mobilisable. Donc on va devoir vous répondre Ouais, que ou là, malheureusement, il y a eu, je pense, un peu confusion. C'est sur cette date arrêtée du 30 juin, où les personnes pensaient voilà, pouvoir bénéficier d'un PGE jusqu'au 30 juin. Mais non, en fait, les partenaires bancaires arrêtaient, on va dire, les études et l'octroi de PGE avant. oui, parce qu'il y a toute Pour, toute voilà, une il y a une partie, en partie un effet, peu gestion. instruction du Voilà, tout à fait. dossier, Tout à mobilisation, fait. accord, Voilà, et après édition des offres de prêt avec, en effet, l'engagement de la garantie. c'est Et la ça. garantie doit C'est ça. être engagée avant le 30 juin 2022. Exactement. Et C'est donc ça. là, aujourd'hui, on est un peu juste pour arriver jusqu'à l'engagement de garantie. C'est ça. Mais mis à part le PGE, alors c'est vrai que l'avantage du PGE, c'était la couverture en garantie donc de l'État à 90%, qui permettait quand même aux partenaires financiers de pouvoir plus facilement octroyer, en tout cas, des financements et un cadre d'intervention qui était un petit peu plus souple. Mais aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de solliciter des prêts amortissables qui viennent financer de la trésorerie en fonction de vos besoins, encore une fois, et qui pourraient être mobilisés par des partenaires Ouais, tout bancaires. à fait. Il y a des choses qui existaient avant et des choses qui existeront après, même si on n'est plus dans le cadre de l'avantage temporaire et du régime temporaire Covid-19.
Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, surtout que aujourd'hui les partenaires bancaires proposent différentes typologies de financement, notamment liées, c'est un peu la tendance du moment, hein, mais et ce qui est hyper important également, sur tout ce qui va être transition écologique et énergétique. Donc avec des enveloppes qui sont allouées, je parle en connaissance de cause, hein, mais chez BPI France, qui permettent d'avoir des taux ou des conditions ou des amortissements, on va dire, pas bonifié, mais on va dire avantageux pour l'entreprise. Et donc, en fonction de la typologie de l'investissement ou du financement à réaliser, aujourd'hui, vous avez un panel de financement ou d'aide ou de subventions qui sont assez importants. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est plutôt d'en parler avec votre partenaire bancaire, également de faire un tour sur notre site internet BPI France pour que vous puissiez voir, que ce soit en termes de financement, d'accompagnement, de subventions, d'aide, etc., etc. Tout ce qui est, on va dire, possible de mettre en place ou tout ce qui est, on va dire, faisable. Est-ce que vous voulez faire un mot de la fin? Parce que je crois qu'il n'y a plus de questions. Mot de la fin difficile, non, mais c'est toujours compliqué de nous, conclure sur ce genre de sujet. effectivement. Non, mais moi, je vous encourage toujours comment dire, à bien comprendre vos besoins et pas à vous en tenir qu'aux autres, parce que parfois on peut être insuffisamment conseillé. Donc, c'est important de faire l'effort de bien le comprendre, d'analyser la situation et puis de piloter la performance. C'est vraiment ce qu'on appelle le pilotage de la performance de manière régulière. Et attendez pas votre bilan pour regarder ces sujets-là, parce que parfois, il faut savoir s'y prendre en amont. Parfait. Tout à fait. Mettre les coordonnées voilà, rapidement. Vous avez les coordonnées de Gabin et de Pierre qui sont à côté de moi. Alors, vous pouvez toujours les interroger et prendre contact par Avec mail, plaisir, effectivement. ou par téléphone. Voilà, tout en sachant que bien sûr, on n'a pas forcément réponse à tout, mais dans l'accompagnement, on peut faire des choses, mais on peut vous orienter, on peut vous conseiller. Et merci pour votre attention. Alors, moi, petit point, juste, c'est simplement sur le numéro de téléphone. C'est mon ancien numéro de téléphone de Lille. On va mettre à jour. Donc, si vous essayez de m'appeler, il n'y aura personne au bout du fil. On va mettre à jour les numéros de téléphone alors avant de l'envoyer. Mais c'est dans ta signature, excuse-moi. Mais d'accord. Du coup, ça avait été récupéré. On va mettre à jour tout ça et on vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée. Merci. Merci à toi. Merci pour l'organisation.